Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 19h16 sur Europe 1, avec moi jusqu'à 20h, Catherine Ney, Antonin André et Benjamin Morel. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Invité ce soir, Benjamin Morel, constitutionnaliste, politologue. On voudrait avoir comment dirais-je, de vous, votre opinion peut-être d'abord, sur, et c'est la première fois que Sébastien Lecornu envisage l'absence d'un budget. Il a demandé, je le disais tout à l'heure dans le rappel des titres, au directeur de la Sécurité sociale d'évaluer les conséquences d'une absence ou d'un retard de budget. Donc c'est pas une forme de mea culpa, mais en tout cas c'est la première fois qu'il dévoile ce genre d'informations. On va déjà écouter Sébastien Lecornu qui vivement critique les parlementaires qui ne veulent pas de débat sur le budget. C'était à l'Assemblée nationale tout à l'heure. C'est tout de même bizarre de voir des parlementaires en train d'expliquer qu'au fond, qu'il n'y ait pas de loi, ce n'est pas grave, ça n'a aucune conséquence, ça n'a aucune incidence. La réalité, c'est que c'est le monde à l'envers. C'est que nous sommes en train de défendre les prérogatives du Parlement. Il y a 30 ans, le Premier ministre Alain Juppé, avec un travail transpartisan, a créé l'outil du projet de loi de finances pour la sécurité sociale. Et aujourd'hui, on a un débat plus ou moins franc, plus ou moins lancinant, qui dit, au fond, après avoir réclamé pendant des années qu'il n'y ait pas de 49.3, il n'y en a pas, et puisqu'il n'y en a plus, c'est de dire, c'est pas grave s'il n'y a pas de texte. C'est vraiment la grande fuite en avant. Sébastien Lecornu qui répondait au président de la Commission des Finances et député LFI, Éric Coquerel. Moi, j'ai connu longtemps un Sébastien Lecornu mesuré, qui prenait pas souvent la parole, et quand il la prenait, il se contenait. Là, on sent quand même, c'est un doux euphémisme, un petit peu d'exaspération, Benjamin Morel. Aussi un peu de tension, tout bêtement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent ce soir. On ne va pas rentrer trop dans la technique, mais il faut bien comprendre qu'un budget, il y a plusieurs parties. Et donc, si vous avez les recettes, les dépenses. Les recettes, les dépenses. Alors pour le PLFSS, il y en a 4 en fait, mais dès le moment où une partie est rejetée, c'est l'ensemble du texte qui est rejeté. Donc on a beaucoup comme dans le viseur la journée de mardi, où il y aurait un vote solennel sur l'ensemble du texte. Mais si ce soir, il rejette la deuxième partie, la première partie, ça veut dire que le texte ensuite, il n'existe plus. Or, il faut bien comprendre deux choses, c'est-à-dire que ce texte-là, il est très important parce que c'est dans ce texte qu'il y a la suspension de la réforme des retraites. Et donc, si jamais ce texte achoppe, très compliqué de faire passer le budget de la nation, le budget de l'État, qui est le plus important, bientôt. L'autre élément, c'est que... Quand vous dites que le budget va disparaître, ça veut dire quoi? Il disparaît Justement, c'est-à-dire qu'il ne disparaît pas, il repart au Sénat. Oui. Mais derrière, le Sénat va réadopter, parce qu'en fait, le Sénat réexaminera le texte qui vient de sortir de chez lui. Donc à partir de là, il ne va pas beaucoup l'amender. Mais ce texte-là, c'est un texte très à droite. Ce texte-là, c'est un texte dans lequel il n'y a plus la suspension de la réforme des retraites. Et donc, une fois que le texte sera ressorti du Sénat, le gouvernement peut donner le dernier mot à l'Assemblée, mais uniquement sur le texte qui sortirait du Sénat. C'est de la procédure, mais il faut bien comprendre que ça veut dire que pour les socialistes, bye-bye la suspension de la réforme des retraites. Et comment voulez-vous ensuite que vos socialistes, ils ne censurent pas? Comment voulez-vous que vos socialistes, ils fassent passer le PLF? Et donc, par définition, ce qui se joue ce soir est extrêmement important, parce que si jamais le texte, la première partie du texte est rejetée, à ce moment-là, on s'enfonce encore un peu plus dans la crise, et on peut penser qu'il n'y aura pas de dénouement avant, à minima, janvier-février. Antonin André. En fait, on assiste à un bras de fer, à un moment de tension, vous l'avez dit, qui est très limpide. Sébastien Lecornu s'est engagé à ne pas utiliser le 49.3. Et on ne pouvait pas on pouvait lui faire crédit de répondre à une attente des parlementaires qui, depuis 2022, se plaignent de l'abus du 49.3, notamment sur les textes budgétaires, et qui réclament de pouvoir discuter du budget. Il leur dit, très bien, je vous rends le pouvoir, je rends le pouvoir au Parlement. Et le Parlement s'est saisi de ces sujets en adoptant la suspension de la réforme des retraites, en adoptant une hausse de la CSG sur le patrimoine, ce qui est vraiment pour le Parti socialiste une victoire importante. Et donc, à la fin, ce budget est un budget de compromis. Et en cohérence, ceux qui ont participé à ces négociations et qui ont laissé passer au fur et à mesure ces amendements et cette Constitution devraient assumer leur choix et leur discussion et leur vote. Mais non. Et voter le budget. Et en réalité, il y a une forme d'hypocrisie aussi chez les parlementaires. Ça va bien de toujours regarder de côté du Matignon. En l'occurrence, il a rendu la responsabilité aux parlementaires. Il leur a donné l'opportunité d'amender le budget. Eh bien, qu'ils assument et qu'ils votent. Or, en réalité, ce sont des hypocrites
qui refusent d'assumer leur choix et le fait d'avoir fait des compromis. C'est pas déshonorant de faire Vous des parlez compromis. de tous les parlementaires? Il y a une forme En tout cas, d'hypocrisie, des tant députés. chez Édouard Philippe, tant chez les socialistes. Il y a une hypocrisie de gens qui ne veulent pas assumer devant les électeurs le fait d'avoir fait des compromis. C'est tout à fait navrant. Et donc, ils réclament aujourd'hui, sans le dire, parce qu'évidemment, les socialistes qui ont demandé à l'arrêt du 49.3 réclamaient qu'ils reviennent, mais en fait, ils veulent tous qu'ils reviennent. Mais réclamer qu'ils reviennent, ce serait se déjuger. Donc, tout ça est un bal des hypocrites dans lequel on sent l'exaspération de Le Cornu. Mais moi, je trouve que Le Cornu, au moins, est celui qui est le plus constant dans l'ensemble de cette séquence. Il avait donné les règles du jeu dès le départ. Elles allaient très bien au moment du début du débat aux oppositions. Aujourd'hui, les oppositions doivent prendre leurs responsabilités. Ça ne leur convient plus. Je suis désolé, mais s'il faut compter les points, moi, je donne 1 point à Le Cornu et 0 aux oppositions. Catherine Ney, pour Europe 1. Oui, moi j'avais trouvé que c'était très dangereux de supprimer le 49.3, mais c'est vrai qu'il y avait eu toute une polémique et la gauche, enfin vraiment un peu. Surtout, je me souviens après la réforme des retraites avait dit plus jamais ça. Donc lui, il est allé franco, il a dit bon, mais c'est fini, je ne l'utilise plus. Donc on a dit formidable, mais ceux qui avaient l'habitude du Parlement et qui trouvaient que c'était un article de la Constitution quand même très intéressant, trouvaient que c'était un peu Ponce Pilate aussi. Mais ils disaient non, au contraire, écoutez, vous êtes le Parlement, je vous donne la parole, je vous donne la responsabilité. Le pouvoir. Et donc le pouvoir, il leur donne le pouvoir et ils en ont usé, peut-être même abusé, ils s'en laissaient aller. C'était, comme il a dit, la course à la saucisse sur les impôts, sur les taxations. Et puis maintenant qu'il faut voter, ben, ils ne veulent plus et beaucoup sont gênés dans tous les camps. Et lui, il continue à dire je n'en veux pas de ce 49.3. Mais plus il le dit, moins on le croit. Mais plus il le dit, plus on se dit qu'il a tort de le dire, Oui. puisque maintenant, de plus en plus, par exemple, François Hollande dit ah ben c'est faux quand même le Il veut que les 49.3. socialistes Oui, le réclament. Antonin André du Il veut JDD. pousser les socialistes Voilà. à Oui. réclamer le 49.3. Ouais. Voilà. voilà. Oui, mais en fait, pour les Français, c'est difficile. Ah bah, ça- Pour les Français, c'est difficile. Mais- Vous savez, pendant longtemps, dans les différents sondages, le pouvoir d'achat et l'insécurité étaient les 2 premières préoccupations des Français. Le dernier sondage du Cevipof montre que la préoccupation première des Français, c'est la vie Ouais. politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'y comprennent rien et surtout, il vaudrait, je pense, un peu de d'honnêteté de la part des politiques. Ça rejoint ce que vous disiez, Antonin. Mais Le Cornu Sur, est honnête, sur- il est clair. Ça rejoint sur ce que vous disiez sur la malhonnêteté, ou en tout cas j'allais dire la valse bizarre C'est des le bal politiques. des faux culs. C'est le bal des faux C'est le culs. bal Non des mais Il n'y avait pas un livre comme ça, le bal des faux culs, Si, si, je pense. c'est le Non, bal. mais c'est douloureux pour les Français qu'on rencontre dans la rue. Vous Bien êtes sûr. d'accord, Benjamin? C'est-à-dire qu'on se dit, là c'est ce qu'on a vu de pire, quoi. Mais c'est douloureux. C'est la 4e République sans les talents et sans possibilité d'accord, parce qu'il y en avait toujours, finalement. Comment dirais-je, c'est douloureux pour les constitutionnalistes et pour les politologues aussi, de voir à quel point on arrive à détricoter un texte qui est celui de 58, qui pourtant a été fait pour être le plus solide d'entre tous. Oui, mais après, le texte de 58, vous savez, il a été pensé. On dit la 5e République, c'est des majorités. La 5e République, à l'origine, c'est pas du tout des majorités. Mode de scrutin majoritaire à 2 tours, il n'a jamais donné de majorité avant 1962. Pour De Gaulle comme pour Debré, il n'y aurait jamais de majorité. Parce que ça n'était jamais arrivé avant 62. D'où, et on y revient, le 49 alinéa 3. Le 49 alinéa 3, c'est une idée de Pierre Pflimlin et Guy Mollet, ces 2 anciens présidents du Conseil de la 4e République, qui se sont posé la question en 1958, de quoi aurions-nous eu besoin pour que ce soit stable? Pendant la 4e. C'est ça. Le problème là, c'est que ce que l'on fait, ça ne marche nulle part. Il n'y a aucun gouvernement. On dit beaucoup, il y a une reparlementarisation du régime. Le régime parlementaire, c'est pas ça. Vous allez en Allemagne, vous allez en Italie, vous allez en Espagne. Qu'est-ce qu'on fait? On forme une coalition et la coalition forme le budget. Il n'y a personne qui dit, bah voilà un budget, je vous le lance. Enfin là, c'est pas, dans le débat pas du parlementaire. tout la même coalition. Mais débrouillez-vous. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on a une coalition qui est forcée en Allemagne et en Italie. Ce ne sont pas des coalitions forcées. Oui, mais justement, c'est l'erreur fondamentale. C'est-à-dire que quand vous ne construisez pas de coalition, ça ne peut pas être stable. Et en la matière, le 49 alinéa 3, initialement, devait permettre de considérer que le budget à minima passé, c'est pour ça qu'on n'a pas plafonné le nombre de 49 alinéa 3 sur les textes financiers, à condition qu'il n'y ait pas une majorité pour vous censurer. Parce que vous savez, quand on fait un peu de politique comparée, qu'on se demande est-ce qu'un groupe politique il est dans l'opposition ou dans la majorité, il y a un critère simple. Le critère qu'on retient, c'est ce qui vote le budget. Si votre groupe politique vote le budget, il est dans la majorité. Si vote contre le budget, il est dans l'opposition. Donc aujourd'hui, si jamais les socialistes votaient le budget,
il ferait partie de la majorité. Sauf Benjamin Morel qui n'a pas de majorité. Antonin oui. André Paul Judilet. Que c'est un cas particulier. Vous dites que Et le Parti c'est pour socialiste ça, fait partie de la majorité, mais d'une majorité qui n'existe Mais pas. c'est Il pour n'y a ça. pas de Mais majorité. c'est pour ça que si jamais... Donc c'est pas compromettant de voter le budget, Si. puisque c'est un budget de compromis. Si, malgré tout, parce que dès lors que vous le votez en commun avec LR, etc., que vont dire les Insoumis et que vont dire le reste de la Mais gauche? ça, ils ont le droit de, ils ont le droit de le Regardez dire, ces mais- socialistes, oui, mais derrière, vous avez des électorats. Et on peut toujours dire, Des non, mais électeurs qui se font et qui se Oui, défont. mais vous avez des oui et non. électorats. Vous qui- avez des électorats qui sont en fait très cohésifs au sein des trois blocs. Et donc, Alors, en fait, dès lors que vous êtes dans une telle situation, eh bien, vous prenez le risque, si vous êtes les socialistes par exemple, en votant un tel budget, de donner demain les clés de la gauche à un opposant politique de vous qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et donc derrière, pour ces groupes politiques-là, le risque, c'est in fine de disparaître dans ce type de on compromis. va en parler dans quelques instants puisque la pause arrive. Restez avec nous sur Europe 1. Nous sommes avec Benjamin Morel, constitutionnaliste, politologue sur Europe 1. À tout de suite.